Et bienvenue dans cette nouvelle masterclass 3h18. Je suis ravi d'accueillir Étienne Audon. Salut Étienne. Salut Marc, ravi d'être avec vous tous ce matin. Bon, on va avoir l'occasion de rentrer dans le détail finalement du quotidien des chefs d'entreprise et en particulier dans ces temps un peu incertains, comment gagner en agilité, comment gagner en flexibilité, pourquoi ça n'est plus une option, et puis on va rentrer concrètement dans le vif du sujet. Avant de démarrer, 2-3 petites indications comme chaque fois. Bonjour David, bonjour tout le monde. Vous avez la possibilité d'interagir pendant cette masterclass, au travers de 2 modules. Le premier, c'est le module chat et là, on verra, vos questions, vos réponses, vos commentaires et puis à travers, le module, questions, où là, ce sont, des questions qui seront confidentielles et on si vous le souhaitez. Dans un deuxième temps, vous aurez tous de toute façon nos coordonnées, vous aurez tous une présentation, vous aurez tous un replay qui vous sera envoyé à l'issue de la masterclass. Vous aurez la possibilité de nous poser des questions, à la fin, mais n'hésitez pas, pendant la présentation si vraiment il y a quelque chose qui peut pas attendre. Voilà, ça sera très interactif, ça sera très imagé parce qu'on est tous les 2 des chefs d'entreprise et on est là pour vous apporter, des retours d'expérience très concrets et vous allez voir que l'agilité, en fait, c'est vraiment un sujet, qui concerne pas que la structure de l'entreprise. C'est beaucoup aussi, une histoire de leadership, une histoire, d'organisation et de management, une histoire, d'agilité au niveau de ses process et de sa façon de développer son entreprise. Mais vous allez voir aussi que, pour gagner, en sérénité, au niveau de la trésorerie, par exemple, et en résilience, quand on perd un marché ou quand on a une mauvaise nouvelle, il y a quand même 2-3 sujets qui permettent de variabiliser de tout ça. Vous êtes, très nombreux ce matin, vous êtes encore, plusieurs à continuer à vous connecter, donc on va vous laisser arriver tranquillement. On va terminer dans 3/4 d'heure. Vous aurez le temps de poser des questions, et si jamais il faut continuer, ben, écoutez, on est à votre disposition de toute façon. Avant de démarrer, Étienne, je te passe peut-être la parole. Tu peux peut-être te présenter rapidement ton parcours? Avec plaisir. Donc, moi, j'ai un parcours de chef d'entreprise pendant près de 30 ans. D'abord, une grosse période plutôt industrielle et logistique, fabrication de CD et DVD, ça remonte, avec pas mal de sites en France et en Europe. Et puis, et de croissance externe, beaucoup. Et puis, une expérience de création d'une boîte tech qui fait des programmes relationnel piloté par la data. Donc, c'était à partir de 2009, tout l'avènement de la data. Donc, programme de fidélisation, d'animation de réseau, plutôt pour les grosses structures, très interfacé avec ERP et CRM pour générer de la donnée comportementale. Voilà, j'ai revendu en 2020, fin 2020. J'ai accompagné pendant quelques temps et maintenant, depuis 3 ans, je suis dans le sud-ouest et j'accompagne des chefs d'entreprise dans des passages de cap, de croissance ou de restructuration, voilà, de manière opérationnelle. Et puis aussi avec toi, Marc, 3h18, puisque je m'occupe de 3h18 dans le sud-ouest. Voilà, en quelques mots. Voilà, bah, super. Bah, écoute, je suis ravi en tous les cas qu'on anime ensemble cette masterclass. Tu as un gros parcours d'entrepreneur et tu es maintenant directeur associé dans une structure qui fait du conseil, qui conseille des dirigeants. Donc, tu es parfaitement légitime pour illustrer ce sujet de l'agilité. En 2 mots, moi je suis Marc Levernois, je suis le CEO fondateur de 3h18, qui est une société d'externalisation de fonctions support. J'ai 20 ans, pendant 20 ans dirigé des sociétés de services, des sociétés informatiques, des petites, des moyennes, des grandes, voilà. Donc sans rentrer dans le détail, moi aussi j'ai eu des hauts et des bas. Moi aussi j'ai eu besoin de variabiliser, d'apporter de la flexibilité, je vais essayer, comme Étienne, de vous donner un retour d'expérience pour que ce soit des conseils, facilement, actionnables, hein. On n'est pas là pour vous apporter de la théorie, qui, même si elle est intéressante, n'est pas, applicable. Donc, on va vraiment, essayer de se concentrer sur les facteurs clés de succès quand on parle d'agilité. On va essayer de rester quand même dans le monde de l'entreprise qui est face à des concurrents, qui est dans un marché qui bouge, qui a des ruptures technologiques. Voilà, on est quand même très ancré dans la réalité
on va pas parler uniquement, des process, de la structure, on va aussi parler des équipes, on va parler du mindset du dirigeant, voilà et ça sera surtout, les inputs, d'Étienne. Et puis on va rester sur des conseils actionnables avec, des cas concrets. Vous verrez, il y a au moins 4 cas clients qui seront, définis, dans cette présentation. Donc on rentre directement dans le vif du sujet. J'en profite pour dire bonjour à tous ceux qui nous disent bonjour là dans le chat. Vous êtes, encore nombreux à continuer à vous inscrire, mais vous aurez le replay pour, pouvoir, revoir, de toute façon cette masterclass depuis le début. Alors, Étienne, je pense que c'est inutile, mais c'est toujours bon quand même de rappeler qu'on est dans un contexte incertain qui change et bah, écoute, je te laisse la parole. Oui, oui, et cette question, pourquoi l'agilité n'est plus une option aujourd'hui, ben voilà, le contexte, on le vit tous, l'actualité tout à fait récente et même aujourd'hui démontre qu'il y a encore des choses qu'on ne maîtrise pas, et pourtant, il faut qu'on avance, qu'on se positionne, qu'on décide et qu'on embarque les équipes. Et c'est vrai que l'enjeu, à un moment donné, c'est bah, de décider, de prendre des décisions relativement vite et bien, en fait, parce que le monde avance et qu'il faut qu'on se positionne par rapport à tout ça. Et la question qui se pose du coup, dans ce sens-là, c'est comment arriver à saisir l'opportunité, c'est-à-dire être relativement et suffisamment ouvert aux tendances, aux signaux faibles et à tout ce qui se passe et même aux autres opportunités, tout en ayant et en s'appuyant sur une strate, des objectifs, un peu de structure, parce que c'est important pour embarquer les équipes, pour leur donner de la visibilité et manager tout ça. Voilà. Mon expérience aujourd'hui montre qu'il y a effectivement deux types de dirigeants, et je vais caricaturer un petit peu. Le premier, c'est celui qui effectivement fait un plan stratégique tous les 5 ans et va rester un peu calé là-dessus et va être focalisé sur le déroulement, hein, comment j'arrive à dérouler le plan, un peu quoi qu'il en coûte. Et voilà, donc c'est pas qu'il est psychorigide, mais un peu quand même. Ça a plein d'avantages parce que ça permet de déployer, clairement. Ça a un inconvénient, évidemment, dans ce monde qui bouge, de passer peut-être à côté d'opportunités. Le deuxième, c'est peut-être plus celui qui, au contraire, va faire feu de tout bois et le lundi, parce qu'il a vu un tel, va changer d'avis parce qu'une nouvelle idée, une nouvelle opportunité va réorienter l'entreprise. On comprend très vite et je caricature, hein, je fais exprès. C'est un peu les 2 extrêmes là que tu nous présentes, Oui, hein. non, non, mais c'est pour dire et pour que chacun puisse se reconnaître aussi, mais c'est vrai qu'à un moment donné, là, on voit l'effet négatif pour l'entreprise, les collaborateurs qui attendent le lundi suivant pour que ça rechange et on n'embarque pas autant que ça qu'on le veut. Voilà. Évidemment, il y a plein d'entreprises, dont vous faites partie, de chefs d'entreprise qui savent gérer ça. C'est de ça dont on va s'inspirer et on va travailler ensemble et réfléchir ensemble à effectivement quels sont les ingrédients finalement qui permettent d'avoir cette agilité dont on parle, et on va bien parler de l'agilité du chef d'entreprise. Oui, Le parce pro que Étienne, je me Ouais, permets d'intervenir parce vas-y, bien que sûr. en fait, je pense qu'on est nombreux à être dans un cycle où, on a quand même de moins en moins de décisions, il y a de moins en moins de business, qui arrive où le business est de plus en plus difficile à concrétiser, les salaires augmentent, on a des salariés qui rentrent, qui sortent, pas toujours quand on veut. Donc on n'a pas toujours l'impression qu'on a vraiment, les mains libres en fait, hein, pour faire ce qu'on veut. On a de plus en plus, quand ça va mal, quand c'est incertain, l'impression d'être dans un carcan. Donc comment tu conseilles de se comporter quand, on a au contraire l'impression qu'on a de moins en moins de marge de manœuvre? Tu as totalement raison et c'est vrai que les ingrédients que je vois, pour, passer de l'autre côté, hein, plutôt que de ce côté de subir, c'est effectivement regarder la réalité en face. Ça commence par un diagnostic qui consiste à voir les choses telles qu'elles sont, évidemment avec des tableaux de bord, factuels, réalistes, hein. Je vois encore beaucoup de sociétés qui ont pas de tableau de bord vraiment puissants ou qui les ont mais qui les regardent pas, qui ne les utilisent pas et que certains encore préfèrent se raconter des histoires. Alors globalement, ils voient globalement où on en est, mais c'est très global, c'est très anxiogène, c'est beaucoup de dépenses d'énergie pour peu d'efficacité et ça limite le fait de voir quelles sont les marges de manœuvre. Donc ça, c'est le premier point qui me paraît vraiment essentiel. Le second, c'est de prendre du recul, mais pas du recul en se disant oui, j'y pense comme ça. Non, non, dans l'agenda, se caler des points stratégiques de prise de hauteur, comme un consultant qui regarderait votre entreprise du haut. Faites l'exercice, vous verrez, c'est très intéressant. Un tiers voit toujours mieux ce qui se passe chez vous. Donc sortir de l'opérationnel pour regarder un peu comment ça fonctionne et se poser la question, comme tu disais, Marc, est-ce que je subis
ou est-ce que je pilote finalement? Parce que bien souvent, on pense piloter et en fait, on ne fait que subir les difficultés, les nouvelles qui tombent, la pression, les banques, les changements de règles, etc. Et avec un peu cette idée qui consiste à dire plus c'est dur, plus je fais la même chose fort, et finalement je m'épuise, ayant le sentiment que voilà, je ne peux pas sortir la tête du guidon. Voilà. Donc l'image, c'est prendre du recul, sortir la tête du guidon ou sortir de la roue du hamster en fonction de ce que chacun préfère comme image, hein, parce qu'on a beau travailler comme des fous, si on n'avance pas d'un centimètre, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Et puis, l'idée, c'est de commencer en faisant ça à voir d'autres possibles. Et c'est possible, c'est considérer que finalement, ben, il y a plusieurs solutions et que j'ai le choix. Voilà. Et que ce choix, je vais pouvoir en faire quelque chose. Voilà. Ça semble bizarre de dire au chef d'entreprise, vous avez le choix. Mais oui, dans sa boîte, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Ce n'est pas pour autant qu'on va faire tout. Mais il y a des choix qui s'opèrent. Et je pense que du coup, l'agilité du dirigeant, c'est ça, c'est considérer que finalement, on peut être ouvert à pas mal de choses pour choisir tout en pilotant. Voilà. Donc, et c'est un petit peu ça l'idée. Voilà. Et ne pas faire ça pour un chef d'entreprise, eh ben, qui penserait qu'il a des équipes qui sont formées à l'agilité, etc., peut rapidement devenir, au fait qu'il devienne lui un frein, un point de blocage. Parce qu'on va voir que c'est bien le chef d'entreprise à la tête qui doit, en tout cas dans une PME, tout à fait insuffler cette notion de pouvoir permettre, penser opportunité. Voilà. Donc ça, c'est la notion de choix qui est fondamentale. Et dans cette possibilité, moi je vois trois composantes assez essentielles pour le dirigeant. Le premier, c'est effectivement son état d'esprit, c'est ce que tu disais tout à l'heure, permettre à penser des opportunités et être vraiment sur des notions de test and learn, c'est-à-dire accepter de ne pas avoir toutes les informations pour prendre des décisions, accepter de regarder différemment et de commencer peut-être petit en se mettant en condition pour avoir toute cette expérimentation. Voilà. Le deuxième point, c'est certainement au niveau des ressources activables. La première étant vous, on vient de le voir. La seconde étant votre équipe. Et dans votre équipe, il y a les personnes que vous avez, on va dire, dans votre structure interne, sur lesquelles vous allez les entraîner dans cette dynamique-là. Et puis, beaucoup, et on va beaucoup en parler, des externes qui sont totalement et qui peuvent être totalement intégrés à vos équipes pour créer finalement ce qu'on va appeler la Dream Team. Et la Dream Team, c'est quoi? Moi, j'ai accompagné aussi un certain nombre d'entreprises plus importantes où on avait vraiment de très, très belles compétences autour de la table. La Dream Team, c'est, quelle que soit la taille de votre entreprise, considérez que vous devez vous entourer des meilleurs pour passer le cap que vous avez à passer. Voilà. Et la combinaison entre collaborateurs que vous avez en interne et personnes externes, expertes dans les domaines dont vous avez besoin, vous permet effectivement d'avoir cette équipe qui va vous aider à passer et à franchir ces caps-là. Voilà. La troisième composante, c'est le système d'organisation. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas à ce qu'on puisse, de manière durable, mettre en place des changements et les piloter correctement si on n'a pas un système qui va permettre, par des process, des rituels, des outils de pilotage, à suivre évidemment tous ces éléments. Voilà. Donc là, c'est le système d'information, c'est, les procédures, les outils de Ouais, mais pilotage, le système RH, le système RH qui va jusqu'à même penser les différentes étapes, les différentes conditions qui permettent à chaque collaborateur d'être dans un mode de test and learn, par exemple, de tenter des choses. C'est vraiment comment j'arrive à piloter tous ces éléments dont j'ai envie, mais pas simplement en parlant comme ça, en mettant des indicateurs d'activité, de tests, un certain nombre d'éléments qui nous permettent de dire, OK, là, on est dans le bon chemin. Encore une fois, moi, je préfère toujours voir les choses en face plutôt que me raconter des histoires, mais structurer la notion même d'agilité qui vient de nous, qu'on diffuse au niveau des collaborateurs et que l'on va suivre de manière tout à fait structurée. Voilà.
Parce qu'en fait, tout le monde a un système organisationnel, tout le monde a des ressources, et cetera. Donc Ouais. ce que tu dis, c'est qu'à un moment donné, il faut prendre du recul et faire un assessment, faire une auto-évaluation, ou éventuellement s'entourer de quelqu'un, pour le faire. Mais c'est tout le monde a ça finalement, tout le monde a une forme d'état d'esprit, chaque chef d'entreprise, il est confronté à ses problèmes et il agit sur ces 3 leviers. Donc où est-ce que tu trouves, finalement, la différence entre, quelque chose qui existe, et puis, là où on va pouvoir vraiment agir et améliorer en fait, ces trois leviers? Je pense que chaque chef d'entreprise a cette possibilité, cette compétence-là, et si on est entrepreneur, c'est bien pour ces raisons-là. Je pense qu'effectivement, comme tu disais tout à l'heure, la pression, les soucis, les peurs que l'on peut avoir, parfois nous figent un peu, et quand bien même on sait qu'il faudrait le faire et on sait qu'on est capable de le faire, on ne le fait pas. C'est pour ça que moi, l'agilité, pour moi, c'est une décision qui va effectivement être autour d'un état d'esprit, mais que, hem enfin même d'une culture d'entreprise, mais avec des process et des outils tout à fait concrets. Le premier process étant, par exemple, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais cette prise de recul que moi, chef d'entreprise, je prends pour regarder ma boîte au-dessus et voir la réalité de ce qui se passe. Parce qu'on est très vite embarqué nous-mêmes aussi dans une espèce de routine et de j'ai plus le choix. Voilà. Et cette notion de choix, je la répète en permanence, puisqu'on a toujours le choix. Maintenant, est-ce que on est objectivement, en se regardant enfin, dans une glace, est-ce qu'on a le sentiment réellement qu'on a le choix? Beaucoup, moi j'en vois qui sont quand même un peu noyés là-dedans. Voilà. Donc, dans cette période qui est particulièrement compliquées, mais finalement, elles le seront toutes les périodes compliquées. Et beaucoup, on verra quelques exemples tout à l'heure, mais c'est pour moi aussi vraiment l'opportunité dans ces périodes soi-disant de crise, qui veut dire opportunité, hein, on le sait très bien, d'y voir justement d'autres possibles. Mais c'est une décision et c'est une structuration personnelle avant d'embarquer les équipes avec des méthodes de tout à fait. Voilà. Donc, on OK. n'est pas dans la méthode agile à proprement parler. Là, il y a plein de consultants et de littérature autour de ça. C'est vraiment ma capacité, moi, du chef d'entreprise, de penser différemment. Et je le disais tout à l'heure très rapidement, mais ma capacité à prendre des décisions, voilà, je peux, regardons où chacun met le curseur du nombre d'informations plus ou moins importantes dont j'ai besoin pour y aller. Voilà. Le, le test and learn, le mode projet peut permettre sur des échantillons d'aller assez vite dans une expérimentation, d'avoir des retours clients, écosystèmes, etc., qui vont nous permettre statistiquement de pouvoir aller plus loin. C'est vraiment un état d'esprit. Encore faut-il permettre à chaque collaborateur d'aller au bout de ces expériences. Parce que parfois, ça peut faire un petit peu peur aussi. D'où les Bon, outils de pilotage qui permettent de délimiter. Voilà. super. Donc rentrons dans le vif du sujet et dans l'action. Oui, justement, enfin, pour ceux qui voudraient, alors le dernier message, pour ceux qui voudraient passer à l'action, je pense que c'est aujourd'hui qu'on peut le faire et aujourd'hui sur des choses simples. Voilà, avant de se dire ou de penser à mettre en place voilà, des nouveaux produits ou d'aller sur des nouveaux marchés, faites-le sur des choses tout à fait simples. Là, l'idée, c'était effectivement de regarder peut-être quelques cas clients. Et le premier dont on pourrait parler, c'est effectivement celui d'un client dans la promotion immobilière. Dieu sait si c'est un secteur d'activité qui a été et qui est chahuté, voilà, donc un secteur en crise avec un dirigeant plutôt bloqué dans sa vision, dans sa manière de se projeter dans l'avenir et avec des équipes assez démobilisées puisque ne sachant pas trop où aller. Voilà. Euh, L'intervention, elle s'est faite au niveau du dirigeant. Moi, je m'occupe toujours du dirigeant et puis ensuite du dirigeant avec son codir pour redéfinir tout ce qui est effectivement posture, rôle et justement capacité à entraîner l'équipe de manière assez différente pour ensuite avoir un codir vraiment vivant. Voilà. Alors c'est quoi exactement, tu peux peut-être, expliquer, concrètement qu'est-ce que c'est, redéfinir la posture du dirigeant? En fait, c'est qu'il se voit dans la manière dont il exerce son autorité, son management. Regardez l'écart entre ce qu'il fait et ce qu'il veut faire, et ensuite, dans ce qu'il veut faire, rendre possible un certain nombre de choses dont il se disait que bah, c'était peut-être pas aussi évident que ça, ou
la relation au travail a changé, embarquer des équipes de jeunes générations, c'est peut-être différent. Voilà, c'est à un moment donné faire le clair sur la réalité et pas sur le fantasmé ou les croyances pour ensuite affirmer qui il est. Voilà. Et affirmer qui il est sans vouloir être forcément le meilleur de tous les autres dirigeants. Voilà. C'est un autre chapitre, mais moi, je pense qu'on embarque les équipes sur qui on est, sur son ADN, et restons-en là, on est très bien comme on est, et travaillons avec des gens avec qui on est capable de fonctionner ensemble. Mais poser cela permet d'être beaucoup plus clair, cohérent, et du coup, d'avoir une meilleure efficacité. Et à partir de là, voir les possibles. Et les possibles, ils commencent par soi-même, et ensuite, on peut les partager avec les autres. On a créé un CODIR, parce qu'il y avait un espèce de CODIR, mais qui ne fonctionnait pas tout à fait, qui a apporté du sang neuf, avec des règles du jeu, avec un certain nombre de rituels. On a mis au démarrage tout à fait des outils de pilotage, il en manquait, avec l'aide d'un DAF externalisé, spécialisé dans le secteur d'activité, au départ sur une mission de 3 mois, la personne est restée beaucoup plus, on le verra, et avec un certain nombre de rituels individuels aussi, d'accompagnement de chacun des membres du CODIR pour qu'ils puissent grandir. Voilà. Les résultats concrets, et notamment grâce on va dire, au dynamisme du CODIR, c'est que rapidement, on a testé 3 nouveaux segments. Un qui a été abandonné assez vite, 2 qui ont été validés pour une phase d'investissement plus important. Décision de mettre un certain nombre de process, dont l'IA, voilà, un certain nombre de choses qui ont grandement libéré de la bande passante pour les uns et pour les autres. Et puis, reconfigurer les équipes. Alors, il y a eu des changements de casting, mais aussi pas mal de gens qu'on a repositionnés différemment, et avec là aussi des compétences externes en temps partagé pour combler les trous qu'on avait dans l'organisation. Les résultats, concrètement, ça a été une performance du CODIR qui a trouvé et retrouvé le sourire avec une véritable intelligence collaborative. Un des segments testés est devenu le segment sur lequel l'entreprise est aujourd'hui maintenant à 80% positionnée. Elle regagne de l'argent, elle reprend une position très, très forte sur le secteur. C'est vraiment le pilier de croissance. C'est un retournement dont tous les collaborateurs, chefs d'entreprise compris, n'imaginaient mais vraiment pas 2 ans avant. Voilà. Et avec des résultats qui sont aujourd'hui vraiment en total décalage avec ce qui se passe sur le secteur d'activité. Voilà, donc une expérience très forte, très, 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 très riche, importante. Un deuxième exemple d'un éditeur SaaS sur le lancement d'un nouveau produit. Voilà, peut-être avec un chef d'entreprise assez techno, bloqué sur une vision peut-être trop techno, avec la volonté. Dans le SaaS, on veut toujours que ça soit vraiment parfait pour que les gens puissent l'utiliser. Voilà, donc nécessité là aussi de prendre de la hauteur, de voir que finalement le produit, il était suffisant pour travailler avec l'équipe ensemble et penser vraiment à le mettre sur le marché, quand bien même, encore une fois, je dis suffisant, pas forcément complet, mais suffisant pour aller sur cette phase de go-to-market et de commencer une commercialisation importante dans la maîtrise des taux de transformation, de prise de rendez-vous à démo, à phase de devis, signature, etc. Voilà. Donc, comment générer le plus rapidement possible ces étapes, voilà, avec une méthodologie, mais surtout une équipe focus 100% dédiée au lancement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, parce que ce lancement était prioritaire pour un certain nombre de raisons, comment, à un moment donné, en faire quelque chose de rassemblé, où on se dit les choses, où on calcule, où on analyse et où on permet effectivement à chacun de se donner le maximum de soi-même. Voilà. Des compétences externes expertes qui ont été rapidement nécessaires, puisque le constat était qu'en butant sur des taux de transformation sur telle ou telle étape, on se rendait compte qu'on n'avait pas suffisamment de savoir-faire. Donc, ça a été sur de gros hackings pour avoir effectivement une prospection beaucoup plus forte et poussée au niveau européen. Ça a été sur des SDR spécialisés, voilà, pour permettre effectivement de raisonner sur une plus grande échelle, après avoir nous-mêmes validé les différents scripts et différents taux de transformation. Et puis, un CFO externalisé pour avoir une approche plus complète et voilà, et donner un petit peu de garantie et de visibilité aux actionnaires.
Les résultats, là aussi, très concrets et mesurables, une roadmap clarifiée, voilà, pour aller véritablement vers ce que demandaient les clients, qui étaient parfois en décalage avec ce qu'on pensait nécessaire de faire et qui nous coûtait très cher en temps de développement. Une équipe plus agile avec des coûts optimisés, puisque les compétences externes, on va en reparler, mais permettent effectivement, avec des coûts tout à fait réduits, d'utiliser simplement là où on en a besoin pour le moment où on en a besoin. Voilà, et une confiance des investisseurs renouvelée, puisque business plan réaliste et une capacité à voir l'état réel d'avancement et donc d'avoir des projections plus fiables à terme. Donc si j'essaye de résumer un tout petit peu, finalement ce que tu recommandes et le champ d'intervention de par exemple, ce que tu peux proposer. En fait, tu agis sur, le dirigeant, ses équipes, tu agis sur les process et l'organisation, les outils, l'automatisation, la remontée des infos, les tableaux de bord et sur, les ressources en fait, Oui. pour pouvoir, mettre la bonne personne au bon moment, sans forcément que ça devienne un coût. Parce que là, on est en train de se dire, ça va pas, mon carnet de commandes diminue, et il faut, rajouter des coûts, il faut prendre un consultant, il faut rajouter des ressources et recruter, il faut peut-être, mettre en place un nouveau logiciel, de pilotage de trésor et cetera. Comment, tu remets en adéquation le besoin, de reprendre de l'oxygène, parce que tout va mal et puis la nécessité de mettre en place tout ce que tu proposes? Par cette prise de recul et cette capacité à voir les choses telles qu'elles sont, enfin, la réalité telle qu'elle est en face. Dans les entreprises, il y a, enfin, je remarque, il y a soit ceux qui sont, très, très, très optimistes et qui pensent qu'ils ont encore plein de possibilités et qui n'en ont peu, d'accord? Mais quand on dit peu, ça veut dire qu'il y en a encore et là, il s'agit d'agir en conséquence. Soit ceux qui plutôt pessimistes, hein, même chez les chefs d'entreprise, qui se disent: «Oh là là, mais je peux pas, je peux pas, je peux pas», alors qu'il y a des possibilités de le faire. Donc, vraiment, c'est cette capacité à cette prise de hauteur et à mettre des actions en place. Et ensuite, sur les actions à mettre en place, effectivement, c'est la combinaison entre ce que j'ai déjà, les équipes internes. Alors, est-ce que j'ai le bon casting? Est-ce que on est la bonne structure par rapport à la réalité de notre activité? Et puis parfois, il faut ajuster et puis voir concrètement aussi que la bonne volonté ne suffit pas et que parfois on manque de compétences. Et quand on n'a pas ces compétences, enfin, là, je milite, je pense qu'on milite tous les deux, Marc, sur la même chose, mais de cette fameuse Dream Team. On doit avoir, quelle que soit la taille de votre entreprise, les bonnes compétences autour de la table pour prendre des décisions. Parce que vous, votre rôle de chef d'entreprise, c'est pas de tout connaître, même si vous voyez globalement ce qui se passe dans l'entreprise. C'est d'animer les personnes qui vont vous aider à déployer pour prendre les bonnes décisions, leur permettre de s'orienter dans les bonnes choses. Donc la notion C'est très d'expertise est clair. fondamentale et c'est vrai qu'une PME ne peut pas se payer toutes les expertises. Mais en temps partagé, oui. Ce que je rajouterais, c'est que pour faire tout ce que tu décris, il faut pas qu'on soit, vraiment à 50 centimètres du mur, quoi. Faut voir venir le problème et se dire: «OK, le temps qui me reste, les ressources qui me restent, le cash qui me reste, comment je peux l'utiliser au mieux pour prendre le virage que tu proposes?» Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, et il se trouve que Parfois, c'est trop tard. oui, oui, non, après c'est trop tard, mais bon, il se trouve que là, j'ai accompagné des entreprises un peu en difficulté sur lesquelles cette prise de décision aussi d'aller sur, voilà, sur les procédures qui vont bien pour se redresser, voilà, avec une visibilité sur les étapes d'après, avec cette même démarche. Donc effectivement, il y a un moment donné où les possibles, ils sont assez réduits, mais dès lors Faut qu'on y est aller, sur quoi, cette hein. phase-là, il faut y aller, quoi, bien sûr. Bon, super. On continue, sur, quels sont les leviers? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc tu nous as bien expliqué, voilà, on peut prendre du recul, revoir, le positionnement du dirigeant, construire une dream team, mettre en place un système, une organisation, des process, du pilotage. OK, moi je voudrais reprendre un tout petit peu de hauteur et j'accompagne quand même des dirigeants, chez 3h18 depuis 7 ans, enfin 6 ans et demi. C'est presque 1100 entreprises qu'on a accompagnées. À chaque fois, j'ai un dirigeant qui m'explique son problème et il y a quand même de plus en plus souvent, en ce moment, parce que le marché bouge, un problème de positionnement. Donc on va reprendre un tout petit peu de hauteur avant de revenir sur des choses, très concrètes. En fait, dans un marché saturé, dans un marché où le business est de plus en plus difficile, eh bien, il est
tout à fait normal de se reposer la question, finalement, dans quel type de marché je me situe? Parce que selon qu'on soit sur un nouveau marché ou un marché sous-exploité ou que l'on soit sur un marché complètement saturé, eh ben, on va pas choisir le même positionnement. Ça, c'est plutôt de la stratégie, c'est du management, donc on reprend un peu de hauteur, on va redescendre très vite, les pieds sur terre tout à l'heure, vous allez voir. Mais, je pense que c'est pas idiot de se dire: «OK, est-ce que, finalement la façon dont je décline mon offre, parce que le marché il a bougé, est toujours pertinente?» Exemple, je vais prendre l'exemple de 3h18. 3h18, on fait une l'externalisation des fonctions support pour les TPE-PME. Il y a 6 ans et demi, quand j'ai, lancé la société, on était sur un nouveau marché, un marché sous-exploité. Il suffisait de bien articuler son offre, d'avoir un bon site web, un bon SEO, d'avoir, une bonne exécution des services et ça suffisait d'avoir ce qu'on appelle une proposition détaillée de qualité et finalement ça suffisait pour convaincre le client. Aujourd'hui, on commence à rentrer dans un marché qui est pas encore saturé, mais qui est, largement, en cours de structuration. Et pour certains d'entre vous, bah, d'ailleurs tu l'as dit Étienne, on est carrément dans un marché saturé. Enfin on le conseil, en organisation, c'est un marché saturé. Vous secouez un prunier, il y a 15 consultants qui tombent. Donc comment, on fait pour se différencier? Vous êtes une société informatique, qui vous proposez du SEO ou de la production audiovisuelle, vous êtes sur un marché qui est quasiment, en tout cas structuré et quasiment saturé. Donc il y a des réflexes qu'il faut avoir et parfois on est un excellent, commercial et on est un bon dirigeant, on est un excellent technicien et on est un bon dirigeant, mais il faut reprendre un peu de hauteur sur les concepts stratégiques. Quand on est sur un marché saturé, il faut être capable de nicher. C'est-à-dire qu'il faut verticaliser son offre. Il faut, en tout cas, l'adapter à des segments de marché qui sont beaucoup plus étroits en apparence, mais où votre offre va vraiment matcher, s'adapter et apporter des bénéfices concrets à une profession, par exemple, les cabinets d'avocats, par exemple, le monde associatif et vous pouvez avoir plusieurs segments verticaux, mais il va falloir être capable de nicher pour être encore plus pertinent avec les mots du client, avec les problématiques spécifiques à chaque niche que vous allez adresser. Et vous voyez beaucoup de sociétés qui sont en train de faire ça. Leur site web change, la façon de parler à leurs clients change, et cetera. Et ça prouve que sans forcément pivoter et changer complètement, ils sont juste en train de comprendre qu'ils passent d'un marché sous-exploité à un marché presque saturé. Et là, ben, la capacité à avoir une proposition détaillée, à avoir une méthode qu'on explique et qu'il fallait pas forcément expliquer avant. Donc la façon dont on va faire notre travail, en quoi notre travail va vraiment correspondre exactement aux besoins de cette profession. Vous voyez, on est obligé d'aller beaucoup plus loin. Les clients sont encore plus exigeants. Et si vous voulez au moins les intéresser avant même de leur faire une proposition, il va falloir travailler sur votre positionnement. Je ne vais pas être trop long là-dessus, mais je veux juste dire que quand on veut apporter plus de flexibilité dans un marché qui bouge, il faut pas oublier quand même de repenser la stratégie. Maintenant, je vous avais dit qu'on allait revenir un peu dans le vif du sujet très opérationnel. À un moment donné, quand, la trésor commence à coincer, il faut se reposer des questions. Quels sont mes coûts fixes? Quels sont mes coûts variables? Et là, bon, je vais, pour des chefs d'entreprise, évidemment vous dire des choses que vous connaissez. Mais il faut absolument identifier vos coûts fixes, vos coûts variables. Les coûts fixes, ce sont les dépenses qui ne changent pas ou très peu, quel que soit le volume de vos ventes. Par exemple, le loyer, les salaires, l'administratif, vos logiciels, votre ERP, vos assurances. Voilà. En gros, vous faites x2 de chiffre d'affaires, ou en tout cas x1,5, parce que là, votre loyer il va forcément un petit peu augmenter, mais vous avez des coûts fixes. OK? Vous avez un bloc qui ne va pas changer. Et en gros, vous diminuez, parce que vous perdez votre premier client de 30 votre chiffre d'affaires l'année prochaine. Vous savez que vous allez le perdre. Vos coûts fixes seront là. Parce que, il y a une inertie avant de pouvoir transformer vos coûts fixes et les diminuer, sans même parler de les variabiliser, qui est très grande. Changer un loyer, licencier, avant de licencier, vous avez des coûts, avant de capturer l'économie. Donc en fait, on travaille toujours en anticipation quand on est un chef d'entreprise et si vous avez les bons indicateurs, quels sont vos coûts fixes et quelles sont les périodes qu'il va vous falloir
de toute façon pluguer, dans votre business plan pour pouvoir capturer vos économies, ça, ce sont absolument des indicateurs, décisifs à avoir et à maîtriser. Ensuite, on a les coûts variables. C'est quelles sont les dépenses qui fluctuent en fonction de l'activité. Plus vous produisez ou plus vous vendez, plus les coûts augmentent. Donc là, je dirais que, on est dans les achats, les matières premières, les frais de livraison, les commissions commerciaux, voilà, tout ça. Vous savez que, si vous faites, moins 1,5 ou plus 1,5, ben, ce seront des choses qui vont évoluer en fonction de votre activité. Alors, il y a 2 réflexes pour commencer, si vous voulez gagner en flexibilité. La première chose, c'est de passer à la paille de fer tous vos coûts fixes. Est-ce que j'ai besoin de, continuer à travailler avec, ces bureaux? Est-ce que je pourrais pas me mettre dans un coworking? Est-ce que je pourrais pas me mettre en sous-location? Est-ce que je pourrais pas sous-louer mes bureaux à d'autres, et cetera? Pareil sur les salaires, pareil sur les équipements. Est-ce que cette dépense peut être évitée? Ça, c'est encore mieux, c'est-à-dire que vous ne rentrez pas une nouvelle dépense. Est-ce qu'elle est vitale pour mon business? Ça, c'est très intéressant. C'est que vous prenez, tout votre PNL, vous prenez toutes vos dépenses là en classe 7 là, vos frais généraux, vos dépenses, en compta et puis vous essayez de faire un arbre et vous regardez toutes les dépenses qui sont indispensables pour faire du business et puis celles qui sont là parce que, vous l'avez décidé il y a 3 4 ans, et puis vous vous posez la question: «Est-ce que j'en ai absolument besoin?» Puis ensuite, il y a un deuxième travail, c'est, est-ce que, chaque coût fixe se justifie? Est-ce que j'ai absolument besoin d'avoir, mes PC, mes logiciels? Est-ce que je pourrais pas, tout variabiliser, basculer dans un modèle, pay as you grow comme on dit, c'est-à-dire vous payez au prorata de votre croissance? Est-ce que mes services généraux, je pourrais pas, les externaliser? Est-ce que j'ai besoin d'une DAF à plein temps ou est-ce que je pourrais pas avoir quelqu'un, qui vient, 1 fois par semaine, 1 fois par mois et qui est à la fois, DAF RH par exemple? Et cetera, et cetera. Donc ça, c'est très important et quand on va encore un peu plus, dans le plan d'action eh bien, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut avoir un recours à la sous-traitance. On peut, basculer sur des modèles à l'usage, on peut basculer dans le cloud, on peut challenger tous les coûts qu'on a, même les coûts de téléphonie, tous les salaires, peuvent être renégociés, les variables peuvent être revues. Je pense que de se reposer la question: «Est-ce que ça vaut le coup de mettre du variable? Est-ce que ça sert à la performance? Est-ce que c'est cohérent par rapport à la marge que je dégage pour l'affaire en question?» Parce qu'il y a beaucoup de sociétés, même de plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, hein, qui, on va dire, qui contingentent un peu le salaire variable des commerciaux ou tous ceux qui touchent du variable, mais qui ne rapportent pas ce variable à l'affaire gagnée. Et donc au global, on s'y retrouve, mais vous avez des gars qui ramènent des affaires ultra rentables et d'autres pas rentables, sauf que tout le monde, touche à peu près un variable un peu équivalent. Et pour l'avoir vécu, mettre un variable sur la marge, c'est super compliqué, hein, pour faire passer ça à une force de vente. C'est comme, leur imposer, de toucher des primes une fois que l'affaire elle est recouvrée et que la trésor est dans les caisses. Bah, là, vous avez une levée de bouclier, donc on n'est pas dans le village de oui, oui, on n'est pas, en train de se raconter des histoires, c'est super compliqué. Mais néanmoins, il y a quand même des choses qu'il faut, regarder, il faut se reposer ces questions parce que, on navigue en environnement incertain, parce qu'il faut transformer cette rigidité en souplesse, parce que vous allez avoir tous inévitablement, des problèmes de trésorerie et problème de trésorerie, c'est pas forcément parce que, l'activité va moins bien, c'est que vos clients vous payent de plus en plus tard, parce que vous êtes obligé de sécuriser des fournisseurs et de les payer de plus en plus tôt. Enfin, je veux dire, il y a plein de sociétés, qui vont mal, qui sont en croissance parce que leur BFR, est tendu et parce qu'ils ont un problème de trésorerie en croissance. Donc ça n'est pas, parce que seulement vous avez perdu un marché. Et donc en fait, la flexibilité, l'agilité en 2025, c'est à chaque fois se dire: «OK, qu'est-ce qui se passe si je perds ce marché? Qu'est-ce qui se passe si je perds ce meilleur commercial qui me ramène, 200 000 € de chiffre d'affaires chaque année? Qu'est-ce qui se passe si?» Il faut être vraiment parano. Alors chef d'entreprise par construction est parano, sinon on n'est pas chef d'entreprise. Mais, est-ce que vous avez les outils pour pouvoir à chaque fois modéliser l'impact concret de ces événements?
Est-ce que vous avez un rolling forecast qui vous permet de suivre l'impact en trésorerie d'un recrutement que vous faites plus tôt, plus tard, et pour voir si ça passe, hein? Est-ce que vous avez l'outil qui vous permet de dire OK, je vais diminuer mes marges parce que je commence à être trop cher sur le marché, je diminue mes marges de 10%. C'est quel est l'impact sur mon business plan, sur ma marge, sur ma trésor, sur mes dividendes, hein? Un chef d'entreprise qui va vouloir regarder tout de suite, c'est combien il va toucher en fin d'année. Donc, on va y revenir, mais ces tableaux de bord sont super importants. Alors, nous, on a 1100 clients, 1100 sociétés qui ont des cas très différents, mais qui ont quand même des choses qui sont assez communes. Et l'une d'entre elles, c'est très souvent pour les petites entreprises, euh, un manque de fluidité entre, ce qui se passe, l'activité et puis, les outils de gestion, les tableaux de bord, l'information, hein, l'information qui permet de prendre une décision. Et ça, ça sert à rien d'être, «Ouais, il faut, acheter un logiciel, il faut faire ci». Moi, je rigole souvent parce que je vois des pubs qui disent, «Achetez tel logiciel, vous allez réduire de 50 votre administratif et puis, vous allez avoir plein d'indicateurs». Bah, oui, oui et non. Et alors maintenant, c'est l'IA. Bon, la réalité, c'est que c'est pas comme ça que ça marche dans une petite entreprise. Une petite entreprise, ça ne suffit pas d'acheter Penny Lane ou d'acheter Rigate ou d'acheter Conto ou d'acheter Fintesis pour pouvoir, comme par magie, tout d'un coup, presser sur un bouton et avoir votre trésorerie prévisionnelle, vos tableaux de bord, etc. C'est encore au moins 50% d'efforts sur de l'humain et effectivement un peu d'automatisation. Et c'est pas que de l'automatisation. Alors, pour les entreprises qui ont des difficultés, déjà, de trésor, regardons, le cycle de facturation. Moi, je suis étonné de voir le nombre de clients, le nombre de sociétés qui facturent, 1 fois par mois et encore avec des retards parce qu'on attend, des informations, sur le bon de commande, qui n'ont pas été communiquées par les commerciaux pour pouvoir éditer la facture. Donc en fait, bah, déjà, le retard de trésor, il naît, dans le process commercial. Donc, le patron, bah, il faut qu'il remette tout le monde autour de la table et qu'il se dise: «OK, pourquoi les facteurs sont édités en retard? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une facturation au fil de l'eau, par exemple? On ne pourrait pas envoyer les factures? Qu'est-ce qui vous interdit d'envoyer une facture le 5, le 10, le 15 du mois?» Et ça, vous allez voir, ça a un gros impact sur le BFR. Sauf que pour mettre en place tous ces changements, mettre en place, une petite table ronde avec les commerciaux, l'administratif, la DV, le patron que le patron de la prod et cetera pour mettre en place ce changement. Bah, souvent le chef d'entreprise, il a autre chose à faire et cetera. Donc, là, bah, entourez-vous de quelqu'un qui va faire ça. Entourez-vous de quelqu'un qui va être à la fois un opérationnel, une bonne ADV, un bon assistant de gestion et qui va reconcevoir ce process et puis ensuite qui va faire le taf, qui va vous éditer les factures, qui va s'assurer que les timesheets. Heu, Parce que là, on est dans une société de services informatiques, donc on a besoin de récupérer des feuilles de temps pour pouvoir envoyer les factures. Donc, il faut à chaque fois récupérer tout ça pour pouvoir, envoyer une facture juste. Et évidemment, l'autre problème, c'est, bah, comme, j'ai un flux qui est erratique vers mon expert comptable, j'ai pas de tableau de bord de gestion. Je suis en retard, souvent j'ai plusieurs mois de retard dans l'envoi des pièces comptables. D'ailleurs, parfois, j'utilise même pas le SCAD, c'est même, la boîte à chaussures. Donc, puis j'ai des coûts fixes élevés sur la partie informatique. Je ne sais pas trop quoi faire parce que, bah, ouais, bah, l'informatique, j'en ai besoin, quoi. Ah oui, sauf que même un ERP, même, des PC, même, des environnements dans le cloud, vous pouvez le challenger. Il y a plein d'offres aujourd'hui qui vous permettent, de repenser, de regagner de l'agilité et de faire des économies. Et donc, bah, quand ça va mieux, votre, facturation, vous génère du cash qui rentre plus vite. Votre process de pré-comptabilité et le rattrapage qu'on peut faire, parce que parfois vous avez, 6 jours de retard, avant, votre bilan. Donc là, il faut une opération commando, quelqu'un qui s'y met pendant 6 jours parce que vous n'avez pas les ressources, vous n'allez pas recruter quelqu'un pour faire ça. Et puis il faut un process où on impute les pièces en amont. C'est-à-dire que ça sert à rien de dire, «Non, non, mais c'est bon, j'ai Penny Lane, je scanne tout et maintenant j'ai un tableau de bord». Oui, bah, sauf que si toutes vos factures de coûts marketing, de coûts commerciaux, d'AdWords dans Google et de prospection sont regroupées sous le même, chapeau, coûts commerciaux, marketing, vous n'avez pas vraiment un tableau de bord intéressant. Vous n'allez pas pouvoir savoir sur quoi vous pouvez agir, vous n'allez pas avoir, l'impact et le ROI de vos campagnes marketing.
Donc il faut imputer ces pièces de façon plus fine. On va pas faire une compta analytique pour une petite société d'1,5 million de chiffre d'affaires, mais vous voyez, et ça, ce sont des choses, qu'on peut faire très facilement. Mais quand on scanne, bah, il faut imputer la pièce dans le bon compte avec un tag. C'est très simple, mais si vous n'avez pas l'assistant administratif qui sait faire ça, bah, vous allez galérer. C'est à nouveau le chef d'entreprise qui va tout reprendre pour qu'une fois par an, il ait son tableau de bord. Donc bien faire dès le début parce que vous êtes entouré de quelqu'un une demi-journée par semaine, une ADV, ou 2 demi-journées par semaine, ça vous fait gagner en efficacité, énormément. Alors peut-être qu'il va falloir vous séparer, de votre fidèle, secrétaire, office manager ou je ne sais quoi, mais voilà, à un moment donné, il faut peut-être repenser l'organisation, passer l'informatique dans le cloud et puis, votre fidèle, ingénieur informatique qui vous a suivi, bah, voilà, vous allez lui dire: «Bah, non, moi je passe tout sur Amazon ou je passe tout sur Microsoft, dans Azure, c'est moins cher, il y a tout, il y a la téléphonie, il y a les machins». Bah, voilà, il y a du changement, ça fait un peu mal au début. Vous allez vous entourer, d'une ADV, qui va vous apporter un regard extérieur, qui va vous mettre en place ces process dont je parlais tout à l'heure. Vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un à plein temps et franchement, ça va vous changer la vie. Donc ça, c'est le premier exemple pour une petite structure qui veut gagner en agilité. Alors il y en a une deuxième, elle est dans la production audiovisuelle. Vous savez, les gens qui font des vidéos, qui font de la production, qui font des chaînes, des vidéos sur les chaînes YouTube et cetera. Alors elle, bah, elle avait des intermittents, 40 intermittents qui sont, plus ou moins sollicités. Vous savez, la paye des intermittents, c'est compliqué, hein, c'est pas du tout la paye, des salariés, et ils n'avaient pas de plateforme pour faire ça. Il y avait des erreurs, donc du coup, les intermittents qui sont des freelances, bah, ils commençaient à râler. Il y avait pas de prévision de trésorerie. Les salariés même étaient insatisfaits parce qu'il y avait des erreurs, il y avait pas de feuille de temps. Donc en fait, quand ils travaillaient, sur, un tournage, ben, on savait pas, sur quel tournage, ils avaient travaillé. Donc du coup, ça prenait beaucoup de temps pour valider, leur feuille de temps. Heu, il n'y avait pas d'onboarding, voilà. Donc il y a plein de sujets, et c'est normal, hein, dans une petite entreprise. Qu'est-ce qu'on peut faire rapidement pour redonner de la flexibilité? On peut, déjà trouver la bonne plateforme et vous la proposer rapidement, pour les intermittents. Ça, c'est quand même pas compliqué, mais après ça, il faut adapter les process. Il faut mettre en place un rolling forecast, c'est-à-dire un budget que l'on pousse sur 12 mois glissants et qui permet de vérifier où on en est, et ça sur les indicateurs de gestion comme sur les indicateurs de trésor. On peut mettre en place une organisation plus légère avec un RAF, là c'est ce qu'on a fait, un responsable administratif une fois par mois, pendant un jour, qui fait tout ce qui est pilotage, tout ce qui est trésor, tout ce qui est RH, un RAF RH, et puis une ADV un jour par semaine, plus une alternante. Voilà, la bonne organisation, flexible, coût variabilisé total. Si ça va moins bien, vous diminuez. Le RAF, il passe d'un jour à une demi-journée. L'ADV, elle passe de un jour à une demi-journée. Et si ça va mieux, vous augmentez. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on peut mettre en place. Alors, tout le monde est capable de regarder ce que coûte un profil dans son entreprise. Ce qui est important, c'est de ne pas se mentir sur le coût complet. Le coût complet, c'est la différence entre le salaire brut et puis le coût total pour l'entreprise. Et qu'est-ce qu'on rajoute dans le coût total? Ben, on rajoute ici, on l'a fait pour un DAF, ben, on va rajouter les charges patronales, bien sûr, ça c'est ce qui permet d'arriver au coût brut, mais on va rajouter le coût de mutuelle. On va rajouter les tickets restaurants, on va rajouter, ben, ils vous occupent du loyer. On va rajouter la médecine du travail, on va rajouter des coûts de recrutement. En général, quand vous, recrutez un DAF ou un RAF ou quelqu'un, ben, vous allez payer, peut-être un mois de salaire, peut-être un peu plus, je ne sais pas. Heu, il va falloir le manager cette personne, alors que dans beaucoup de cas, bah, vous n'avez pas besoin de le manager parce que vous avez des structures externalisées qui vont manager la personne. Il va falloir le payer, il va avoir des absences. Hein, l'absentéisme, aujourd'hui, c'est terrible, hein, donc ça coûte beaucoup d'argent. Il va falloir peut-être le licencier quand vous allez vouloir vous séparer de lui. Donc c'est pas, l'idée, c'est pas de brosser un tableau, volontairement noir, mais enfin, quand vous payez quelqu'un 96 000 €, nous, on pense qu'il peut vous coûter jusqu'à 190 000 €. Alors si vous, décidiez, d'externaliser, cette personne,
et de faire appel à un DAF, alors peut-être pas à plein temps, mais si on pousse le raisonnement à plein temps. Il coûterait plus cher. Ça, c'est normal parce que la prestation de service, ça coûte un peu plus cher. Et puis, vous avez la marge de la société qui fait cette prestation de service. Mais si vous ne décidiez de le faire travailler que 2 jours ou 3 jours par semaine, ce qui est déjà beaucoup pour un DAF, hein, et le calcul, il est vrai pour un RRH, il est vrai pour une assistante, il est vrai pour un office manager, eh bien, vous n'auriez pas de coût fixe. Vous n'auriez que le coût qui correspond aux besoins pour les 6 prochains mois. Vous allez lui dire: «Bah, écoute, j'ai besoin de toi pendant 1 jour, 2 jours par semaine» et là, évidemment, vous ne payez que les jours travaillés, pas les absences, pas les maladies, pas de coût à l'embauche, pas de prud'homme. Il est payé, il est formé, il est équipé d'un ordinateur. Vous n'avez pas besoin de lui trouver un bureau, sauf si vous voulez absolument qu'il travaille dans vos bureaux et là, il y a aucun problème. On travaille dans vos bureaux, mais si vous voulez qu'il travaille chez lui et donc vous économisez quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de coûts. Donc c'est ça aussi, concrètement, rentrer dans qu'est-ce qu'on peut variabiliser et ce calcul, bah, vous pouvez le faire sur, d'autres, types de postes, hein. Vous avez, une personne à l'accueil, bah, vous faites le même calcul, hein. D'ailleurs, on vous donnera les ABAC et vous aurez la possibilité de faire dans une petite feuille Excel, qu'est-ce que vous coûtent vos équipes, hein? Parce qu'elles ne vous coûtent pas que le salaire que vous leur donnez, elles vous coûtent plein d'autres choses. Voilà. Donc, en variabilisant les dépenses, c'est inévitable. Vous allez réduire la part des coûts fixes et augmenter la part des dépenses variables, ce qui va vous rendre plus souple et moins vulnérable en cas de baisse d'activité. Et c'est ça qui est important, c'est ça le message qu'on veut vous passer. C'est une manière d'assurer votre survie dans les périodes difficiles. Et pour reprendre un peu de hauteur, puisqu'on arrive à la fin de notre présentation, ça n'est pas, que sur les dépenses de gestion, même si là, moi, j'ai été très concret sur, les coûts, comment on peut variabiliser, comment on peut se redonner un peu d'oxygène, parce que parfois, c'est ça le sujet, hein. Mais c'est aussi, comme l'a dit Étienne, agir sur, le mindset du chef d'entreprise, sur sa posture, sur son leadership, sur ses équipes, sur sa dream team, sur le système et l'organisation. Voilà et si vous actionnez tous ces leviers, en commençant par quelques-uns, parce que vous n'allez pas tout faire tout de suite, bah, voilà, c'est inévitable, vous allez regagner, en oxygène. Alors, j'ai l'impression qu'on a perdu Marc, sur sa connexion. Je me demandais si c'était la mienne, mais a priori, c'est Marc que l'on a perdu. Voilà, donc Marc, j'espère que tu vas, pouvoir nous rejoindre, très vite. Je crois qu'on était néanmoins au bout, de notre rencontre. Je voulais, moi, vous dire deux trois mots sur, effectivement, AKT, qui est notre, structure qui permet effectivement d'accompagner dans la région, du sud-ouest de Bayonne, Biarritz, Pau et jusqu'à Tarbes, plus de 85 chefs d'entreprise, sur une approche 360, accompagnement, stratégique et opérationnel, sur tous les éléments, voilà, que ce soit de ce pilotage, marketing opérationnel. Marc, Oui, tu nous je rejoins là? il s'est passé un trou noir, je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui, 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 donc j'ai cru que c'était moi pendant un instant, puis j'ai repris la main. Je parlais, pour finir, parce que je pense qu'on était quand même au bout de la présentation, Ouais. d'AKT, voilà, en disant qu'on était,
spécialisé dans l'accompagnement des chefs d'entreprise de manière stratégique et très opérationnelle dans la partie sud-ouest, Bayonne, Bon, Biarritz top, 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 et top. Tarbes. Et voilà. Et qu'on faisait également pour nos clients de la mise à disposition et en combinaison avec 3h18 d'expertise pertinente pour justement avoir une meilleure visibilité et rayon d'action et démultiplication avec des experts voilà, externalisés. Bon, bah, super. Bah, écoute, moi, j'étais, ravi d'animer cette masterclass avec AKT, avec toi, Étienne. Vous avez compris que nous, on est, spécialisés dans l'externalisation des fonctions support. On fait des diagnostics, on met en place, des profils de l'assistant jusqu'au directeur manager. On couvre toute la France, on intervient avec un réseau de personnes qu'on a, nous, validées, choisies, qui interviennent chez vous pour apporter de la flexibilité, apporter de l'agilité. On fait ça depuis 6 ans et c'est un vrai bonheur parce qu'on on est confronté aux problématiques des chefs d'entreprise. On est nous-mêmes une entreprise et voilà, on est là vraiment pour les aider et je pense qu'on les aide. En tout cas, c'est le retour qu'on a. Je vous remercie. Vous allez tous recevoir, la présentation, la vidéo. Vous êtes, bien évidemment conviés à nous rappeler si on peut vous aider, si vous avez des sujets. Vous allez avoir nos coordonnées, et puis, si vous n'avez pas d'autres questions, merci, à tous pour vos messages. Si vous n'avez pas d'autres questions, il me reste à te remercier, Étienne, pour ta participation et tous tes cas concrets, qui ont intéressé. Avec plaisir et merci de l'invitation et merci à tous. À très bientôt. Ah, et à bientôt, sur, la chaîne YouTube de 3h18 pour une nouvelle masterclass. Je vous dis à très vite. À bientôt.